Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV. C'est reparti pour toute une semaine en information. Nous sommes lundi 6 novembre 2023. On fera encore ce pourquoi nous sommes payés, c'est-à-dire vous donner l'information, rien que l'information et toute l'information. Tout à l'heure, Bernardo Basson, qui est déjà confortablement installé, vous livrera la dénonciation habituelle du jour. Patrick Bala est également des vôtres ce matin pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Ce jour, nous marquerons un arrêt important pour parler des 41 ans de pouvoir du président Paul Biya. 41 ans au pouvoir du président Paul Biya. Quel regard, et vous en doutez, nous avons pour prétexte naturellement ce 6 novembre qui symbolise l'accession du président Paul Biya à la magistrature suprême. C'était un 6 novembre 1982. 6 novembre 1982, 6 novembre 2023, cela fait donc exactement 41 ans que le président Paul Biya est à la tête du Cameroun. Échec ou réussite des 41 ans au pouvoir d'un homme dit, on en parle avec profondeur dans le cadre justement de ces échanges. Nous allons accueillir nos amis qui répondent déjà présents ce matin. Nous commençons par Émile Messi. Émile Messi, bonjour. Bonjour parfait ici, bonjour aux panélistes, bonjour aux millions de téléspectateurs de Espace Miné d'Info TV. Je suis très heureux d'être là, surtout en cette occasion du 41e anniversaire de l'accession à la magistrature suprême de son Excellence Paul Biya. Et je voudrais partager d'ici la joie avec tout ce qui nous regarde en ce moment. Merci pour l'invitation. Je souligne que Émile Messi est un homme politique, il est membre du RDPC, le parti justement du président Paul Biya. Émile Messi, merci d'être là ce 6 novembre. Nous accueillons à côté de vous un autre invité. Il s'agit de Dr Ariel Meunier. Bonjour, docteur. Bonjour, parfait Haïssi. Bonjour à tous vos fidèles téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi renouvelé d'être là ce matin pour essayer d'échanger sur tout ce que vous avez au menu pour nous en cette matinée. Je souligne que Dr Ariel Meunier est tout simplement chercheur en relations internationales. C'est exact. C'est exact, parfait. En face de vous, nous allons accueillir Bernardo Basson. Il s'agit du sucre national. Bernardo Basson, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour au panel. Bonjour à tous nos téléspectateurs. Bonjour particulier à toutes les populations de Mvokbi. Ouais, j'ai été approché par 2-3 personnes qui résident de ce côté-là sur les réseaux sociaux, qui m'ont une fois de plus témoigné leur sympathie et leur amitié. Donc je leur retourne chaleureusement cette sympathie, cette amitié-là. Aujourd'hui, c'est la journée internationale au mondial de quoi? Aujourd'hui, on est le 6 novembre, c'est la journée mondiale pour la préservation de l'environnement en temps de guerre. Donc, vous savez, contrairement à ce que les gens croient, il existe un droit dans la guerre. C'est-à-dire, durant les conflits armés, les organismes internationaux ont prévu un ensemble de régulations qu'il faut respecter. Et donc, il y a, par exemple, des édifices, des bâtiments à ne pas détruire, notamment les hôpitaux, les églises, etc. Mais surtout, il y a à considérer qu'après la guerre, la vie va se poursuivre. Donc, il faut naturellement préserver l'écosystème ambiant, l'écosystème le plus proche de l'humain en temps de guerre. Donc, le 6 novembre est la journée mondiale qui a été arrêtée par les Nations Unies pour lutter contre la destruction de l'environnement en temps de guerre et donc pour militer contre la préservation de l'écosystème en période de conflit. Ce que les gens ne savent pas, et c'est bien de le relever ce matin, est que on a beau être en temps de guerre, mais on devrait respecter un certain nombre de choses. Il y a d'ailleurs le droit de la guerre, hein. Il y a également le droit humanitaire. Oui. On vous parle de ce qu'il faut faire en temps de guerre, ce qu'il ne faut pas faire en temps de guerre. Les femmes, les enfants sont protégés. Vous avez parlé tout à l'heure de certains édifices, tels les hôpitaux, les églises, qui sont protégés, même si nous sommes en temps de guerre. Oui, ça va plus loin, hein. C'est vraiment juridicisé, c'est vraiment consacré. Vous savez, il y a même les 4 conventions de Genève pour les juristes internationalistes, ils le savent. À l'IRIC, forcément, vous aurez compris, je l'ai appris. Il y a les 4 conventions de Genève qui encadrent tout ce qui touche autour de tout ce qui touche à la guerre. Comment est-ce que on vise les cibles? Quelles sont les cibles
Et même au niveau des armes, les armes à utiliser. Il faut insister pendant la guerre, la nature des armes à utiliser. Oui. Vous savez bien sûr qu'il y a des armes interdites, destruction massive et tout, Oui. qui sont naturellement interdites. Comment est-ce qu'il faudrait protéger les humains, comment sont traités les civils, comment sont traités les militaires. On distingue bien les cibles militaires et des cibles civiles. Donc il y a toute une organisation juridique qui est consacrée pour protéger l'écosystème naturel en période de conflit, parce que c'est pas tout le monde qui est involved, qui est concerné par la guerre. Ouais, il y a des personnes qui ne sont pas du tout impliquées dans la guerre et donc on devrait naturellement protéger. En période de guerre. C'est pourquoi il y a des écoles de guerre, il y a des écoles d'armée dans lesquelles on forme naturellement des personnes qui savent comment se tenir ou qui devraient savoir comment se tenir en période de conflit. Ce n'est pas parce que nous sommes en période de guerre qu'on fait feu de tout que vous bois. allez profiter pour aller violer les filles et les femmes. Vous voyez. Non. Ça ne vous donne pas ce droit. Pas du tout. Pas du tout. Puisqu'il y a des missions qui ont été condamnées pour avoir empoisonné des eaux, par exemple, avec leurs armes en Asie, des pays autour du Yémen. Et tout. Docteur, peut-être j'oublie, mais vous voyez, il y a bien des personnes, des armées qui ont été condamnées parce qu'on a considéré qu'elles étaient allées beaucoup plus loin que ce que leur réservait le droit de la guerre, le droit dans la guerre. Donc, merci Bernardo Basson de nous le rappeler ce matin. À côté de vous, on va accueillir notre consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, le digne fils de Boumiébel, Pierre Blérunier. Bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à vos millions de téléspectateurs. Bonne fête au RDPC. C'est la fête du RDPC? Ah, bon, voilà. Tu vois, ouais. Je m'excuse. Bon. Mais j'avais déjà reçu, hein. C'est pas mauvais. Bon, bonne fête au président Paul Biya. Moi, je pense que le débat peut être lancé, Blériot. Pour le RDPC, c'est le 24 mars. Maintenant, pour tous les Camerounais, ça s'appelle le 6 novembre, puisqu'il s'agit du président de tous les Camerounais. Les Bassa disent que la parole ne vient pas d'à côté. Elle vient souvent de loin. C'est-à-dire, même les lapsis sont l'expression des pensées refoulées. J'avais reçu un monsieur très futé. Hein. Il vient de dire, entre guillemets, une bêtise. Et lorsque je le reprends rapidement, il dit non, parfois il faut prêcher le faux pour avoir le vrai. Non. Moi, c'est parce que j'ai vu cette fête-là ressembler à la fête du RDPC. J'ai oublié, pour dire vrai. J'ai oublié que ce n'est pas la fête du RDPC. Mais ce qu'on voit quand même, c'est que le RDPC a confisqué Paul Biya. Ouais, vous voulez vite lancer le débat, hein? Alors qu'Emile Messilul est encore très calme. Non, il y a même problème. Sur tous les plateaux hier, vous voyez les gens du RDPC venir défendre Paul Biya. Il faut peut-être leur dire qu'ils peuvent faire ce travail le 24 mars. Le 6 novembre, c'est tous les Camerounais qui doivent parler de Paul Biya et de son action. Le RDPC est né après. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voler. Vous êtes né un enfant mal né. Vous êtes né le 24 mars 1985. Un enfant mal né. Oui, vous êtes né dans la douleur à Bamenda. Comment ça, dans la douleur? Oui, dans la douleur. Bamenda, ça chauffe. C'était pas césarienne? Oui, ce n'est pas césarienne. Parce qu'on a seulement entendu vous. L'UNC devient RDPC. Terminé. Donc, mais il y avait déjà Paul Biya depuis 82. Shoga. Donc je lui souhaite joyeux anniversaire. Ça fait 41 ans qu'il est au pouvoir. Et ce n'est pas le jour de l'anniversaire de quelqu'un qu'il faut venir avec les mauvaises idées. Je dis ça à moi-même. On me suit un enfant mal éduqué. Et pas que le jour où quelqu'un fête son anniversaire. Mais comme il ne m'a pas invité, ici ce n'est pas le lieu de son anniversaire, je vais dire ce que j'ai à dire ici. Mais si on m'invite après, mais si elle est mon ami et camarade de fac, s'il m'invite maintenant après, là-bas, je vais dire du bien de Paul Biya. Pierre Blériot, mec, la sagesse de ce matin. La sagesse de ce matin, c'est la suivante. Toute peur s'origine dans une ignorance. C'est la connaissance qui libère. On peut reprendre? Toute peur s'origine dans une ignorance. C'est la connaissance qui libère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire clairement parfait que nous avons souvent peur des choses que nous ne connaissons pas bien. Vous avez déjà vu les gardes-chiens, non? Si un garde-chien arrive chez vous, vous voyez votre chien que vous croyez être sérieux, il le maîtrise un peu de temps. Celui qui sait nager n'a pas peur de l'eau, parce qu'il sait qu'il va nager. Ainsi de suite. Il nous faut connaître pour être libérés des peurs. Chaque fois que nous avons peur, c'est parce que nous ignorons la nature du phénomène, la nature de la chose. Celui qui ne connaît pas a peur. Il y en a même qui vont plus loin.
jusqu'à avoir peur de la richesse parfaite ici. Beaucoup de pauvres disent que non, la richesse est dangereuse. C'est pour cela qu'ils stigmatisent tous ceux qui l'ont comme étant des gens qui ne sont pas bien. Toute peur s'origine dans l'ignorance. Merci Pierre Bleriot pour cette sagesse matinale. Le décor est bel et bien planté. Une touche pause s'impose. Patrick Bala, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour à vos millions de téléspectateurs, bonjour à votre panel. Un bonjour particulier ce matin à Bernardo Basson. Et pourquoi les particuliers? Vous savez, si je ne vous connaissais pas libéral, si j'avais l'impression que vous étiez un dictateur, c'est que j'aurais eu cette impression que c'est à cause de vous que Bernardo a mis la cravate ce matin. Vous savez que Bernardo peut mettre la veste sous toutes ses formes, mais rarement la cravate. Mais pour votre culture, Bernardo avait dit que la cravate c'est pour montrer l'érection. Ah bon? Oui, il a dit ici. Où est le rapport? Il va vous dire après. Donc, je crois qu'il a des questions d'érection à résoudre tout au cours de cette semaine. De cette semaine, d'accord. Ça montre que l'homme est debout. Bon, parfaitement, nous sommes toujours debout, monsieur également. De toutes les façons, je quitte rapidement ce couloir. Des fois tu es debout, des fois tu n'es pas debout. Non. Vous serez debout et couché. De toutes les façons, tout ce qui est debout finira par tomber. Patrick Bala est toujours là pour nous donner la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Patrick, que disent les journaux? Eh bien, parfois, ici, les journaux nous conduisent du côté d'Info Matin, qui est en kiosque ce 6 novembre pour parler de ces sociétés de gardiennage. Eh bien, à Tangandi, mais donc GB, il s'agit du Bidjong International Security Technology Solution en garde. C'était dans un communiqué le 1er novembre dernier où le ministre de l'administration territoriale a fait savoir que la structure exerce dans la clandestinité. Le membre du gouvernement appelle par ailleurs le public à la vigilance et invite les promoteurs du groupe Bidjong International Security Technology Solution à cesser instamment toute activité de ce secteur sensible sous peine de sanctions prévues par les textes en vigueur. C'est une information à retrouver en page 2 et 3 du journal Info Matin. La météo, le tri-hebdo parle de l'énergie renouvelable et de la Stark effectif au Cameroun. Ce sera à partir de l'année prochaine, donc en 2024. Le ministre de l'eau et de l'énergie a donc à cette occasion, c'était lors de la 6e Assemblée générale de l'Alliance solaire internationale, qui était prévue du 31 octobre au 2 novembre dernier du côté de New Delhi en Inde. Il a expliqué les avancées de l'énergie solaire au pays de Paul Biya. Gaston Elundu Essomba a par ailleurs sollicité les diligences de l'Alliance en vue de la mise en œuvre du projet du Centre de recherche sur la technologie et application solaire, Stark en abrégé, à lire en page 3. Mutation parle de l'énergie électrique et revient sur la rage liée aux différents délestages. Des délestages depuis le 31 octobre dernier. Eh bien, on va dire que depuis le 31 octobre, une nouvelle campagne de rationnement est lancée dans les 6 régions que compte le Cameroun, les 6 régions du Cameroun, à l'arrêt complet des centrales à fuel du côté de Dibamba et à gaz du côté de Kribi pour cause d'impayés. C'est une information à lire en page 5 du journal Mutation qui revient par ailleurs en page 12 sur le licenciement abusif, le cas d'Antonio Conceição, la Fédération camerounaise de football qui est appelée à verser plus d'1 milliard de francs CFA à l'ancien entraîneur des Lions indomptables du Cameroun. C'est d'ailleurs la grande une du journal Le Jour, le quotidien bleu, qui revient sur ce tribunal fédéral suisse qui demande à l'instance fêtière du football camerounais de payer plus d'1 milliard de francs CFA et Antonio Conceição à retrouver en page 5. Et on va noter que la FECAFOOT devrait également payer 25 millions de francs CFA liés aux procédures. Et au bas de la page, on revient sur ce duel électrique entre Dynamo qui électrocute donc le canon Pakoum de Yaoundé 2-1. C'était à l'occasion de la 6e journée de l'Elite One au stade Omismor Amadou Ahidjo de Yaoundé.
Allons du côté de Cameroun Tribune, le quotidien Capitaux Public, qui parle donc de cette rencontre entre ces deux hôtes de marque. C'était du côté du Palais de l'Unité. Il s'agit de la ministre française de l'Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna, et la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Machiki Wabo, qui ont été reçus samedi dernier par le président de la République, Paul Biya. C'était donc à l'occasion de la 44e conférence ministérielle de la francophonie. Au menu des échanges, la coopération bilatérale entre le Cameroun et la France d'une part, et l'organisation de la rencontre de Yaoundé et l'évolution de l'OIF d'autre part. Information à retrouver en page 2 et 5. Coopération Corée du Sud, Cameroun, on en parle du côté du journal Économie. La Corée lorgne donc le secteur minier, nous fait savoir le journal Économie, pour parler donc de cette visite de Han Duck-soo, Premier ministre de ce pays de l'Asie, qui a échangé avec les autorités camerounaises au cours donc de cette visite qui aura duré 2 jours. Une visite effectuée bien sûr au Cameroun, à retrouver en page 3. Allons du côté du messager de Feu Pius Ndiawe, qui revient sur l'an 41 du renouveau. Un mindset politique déréglé, parle donc le journal ce matin, qui nous fait savoir donc que restait-il donc de cet élan collectif qui indiquait que toute la nation serait soudée, s'était soudée les coudes en faveur de Paul Biya lorsqu'il accédait donc au pouvoir le 6 novembre 82 à 49 ans. S'interroge donc le journal, qui revient sur cette majorité présidentielle avec Paul Biya jusqu'à la gare. C'est une information à retrouver en page 3. La Nouvelle Expression parle également de cette magistrature. Pourquoi le Conseil supérieur est donc coincé, nous fait savoir le journal, qui nous indique également que des batailles entre pontes du pouvoir sont à l'origine du blocage depuis pas moins de 3 ans aujourd'hui. Information à retrouver en page 3. La Nouvelle, c'était avec La Nouvelle Expression. On parle donc du journal La Nouvelle cette fois-ci, qui parle également de la présidentielle 2025, les dessous de l'appel du côté de l'Ouest. Et puis on parle en grande une de Cyrus Ngor, l'homme et l'œuvre du côté du port autonome de Douala. Eh bien, on va parler de l'Œil du Sahel, qui est en kiosque également ce matin. L'Œil du Sahel parle du congrès de Bafsam de 1980, le testament d'Amadou Ahidjo, à lire en page 2 et 5 de ce journal. Le journal Zénith parle également, on termine d'ailleurs par ce journal de Zénith, sur les vagues d'indignation et dépit du peuple. Vont-ils claquer la porte, s'interroge le journal. Pour parler du ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi, et sa collègue de l'habitat et du développement urbain, Célestine Ketia Cortez, qui sont depuis plusieurs mois au centre de vives controverses. Eh bien, on met en avant de ce côté leur incompétence, selon le journal, et les malversations de nombreux Camerounais qui les qualifient de moutons noirs du gouvernement. C'est à retrouver en page 3. Eh bien, parfois ici, c'est avec ce journal Le Zénith qu'on met donc un terme à cette revue de presse acte 2 sur Info Télévision. La première revue de presse était à 6h45 et donc la seconde et la dernière au cours de cette prestigieuse émission Espace Mini. Merci Patrick Bala pour toutes ces nouvelles parues en kiosque au Cameroun. Comme d'habitude, vous ne partez pas. C'est pour nous donner le fait saillant qui retiendra notre attention ce soir aux 19h et aux 20h. Eh bien, vous le savez, c'est le 6 novembre, date de l'investiture du chef de l'État à la magistrature suprême. Et donc, Info Télévision a décidé de prendre à bras le corps cette actualité, particulièrement sur le septennat du président en cours, parce que vous savez que ce septennat a pris effet également le 6 novembre. Et donc, on a décidé, à travers le service de rédaction, de s'attarder sur le bilan. On ne va pas revenir sur 82, c'est très lointain. Et puis, pour s'éviter des redites, on va prendre donc ce septennat qui a commencé donc en 2018, qui est déjà
à près de 5 ans. Donc, il reste juste 2 ans pour évaluer un peu le bilan de ces 5 années de ce septennat. Où en est-on avec les promesses du chef de l'État, tant au niveau sécuritaire? Vous savez qu'il y a eu bien avant ce septennat la crise anglophone qui avait démarré, je crois, en 2017. Où en est-on avec les promesses au niveau de la sécurité, les promesses au niveau financier, des promesses également au niveau éducatif. Donc, on s'attardera là-dessus ce soir dans les différentes éditions des journaux, 19h et 20h. L'actuel septennat donc du chef de l'État camerounais vous intéressera ce soir dans nos 2 éditions. Patrick Bala? Parfait, ici. À demain 10h. À demain, parfait, ici. Merci à Patrick Bala pour ces informations dont parues en kiosque au Cameroun. De toutes les façons, c'est la forte actualité au Cameroun. Le 6 novembre, 41 ans au pouvoir du président Paul Biya. Un verre d'eau s'impose. Parce que nous luttons contre les abus de toutes sortes et parce que nous pensons que nous pouvons avoir un monde meilleur, tous les matins nous avons une dénonciation. Et ce jour, pour ce lundi, début de semaine, Bernardo Basson nous livre encore cette dénonciation. Parfait, ici. Avant, je vais prendre 2 secondes pour rappeler la cravate. Décidément. La cravate a un usage utile et une fonction symbolique. Ça veut dire quoi? L'usage utile de la cravate, c'est de faire dresser le col et de rappeler que l'individu dans une caste peut respecter les ordres. L'usage utile de la cravate, visiblement. Sur le plan ou dans le plan que l'individu fermé, dans une caste peut respecter les ordres. Oui, oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par la cravate, vous montrez votre droiture, parce que quand la cravate est mise, le col est droit. Quand elle n'est pas mise, le col peut être chancelant. Donc, utilement, la cravate permet, ça c'est aussi une fonction symbolique, mais dans l'utile, de montrer que l'individu peut rester droit, peut affirmer une espèce de rectitude et de rigueur. Sur le plan symbolique, la cravate a une fonction éminemment phallique. Phallique vient de phallus, phallus qui veut dire la verge, le sexe de l'homme. Donc, la cravate est le symbole de la masculinité et de la droiture de l'homme. C'est pour cela que les demi-cravates là ne sont pas de bonne aloi. Ça veut dire que... Elles doivent être bien longues et bien tendues. Vous voyez que sa forme a bien sûr la même forme que celle d'un sexe masculin normal lorsqu'il n'est pas encore... Dans celui qui a une cravate courte, on peut se poser des questions. Des questions, oui. Voilà, donc, on peut en déduire. Ouais. Et donc, vous toi, aurez compris... donc presque jamais la cravate, qu'est-ce qu'on dira? C'est juste parce que je n'ai pas besoin je ne voudrais pas me limiter à certaines fonctions. Un certain nombre de choses là. Oui. Si on arrive dans une déduction, qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire que sur le plan utilitaire, je ne voudrais pas rentrer dans des cases. Et sur le plan du phallus? Sur le plan du phallus, je suis très en harmonie avec ma vie sexuelle au point où je n'ai pas besoin de l'exhiber. Mais aujourd'hui, j'ai quand même choisi... Une chose et son contraire. Merci beaucoup. On en reparlera notre jour, voilà, Bernardo. La dénonciation de ce lundi. Parfait. Ici, aujourd'hui, en fait, j'ai 3 dénonciations, mais j'ai choisi une. Aujourd'hui, on dénonce ce qui s'est passé dans un restaurant de la ville de Yaoundé, dimanche surpassé. Ce restaurant s'appelle le Socrate, il est à Bastos. Dans ce restaurant, un jeune Camerounais est serveur. Il se rapproche du caissier qui est libanais pour lui poser une question, d'après le récit que j'ai reçu, pour lui poser une question. Et le caissier crache sur le Camerounais et se met à le battre. Le chef de salle va appeler le patron du restaurant. Quand le patron du restaurant arrive, le Camerounais tente d'aller vers lui pour lui expliquer le problème. Il le bouscule et il va d'abord discuter avec son frère libanais. Certains Camerounais assis dans la salle, malheureusement, et je dirais pourquoi, notamment celui qui m'a rapporté le récit, sont sortis, ont payé la note et puis sont partis. J'estime que c'est grave dans notre pays et qu'il faudrait ce matin le dénoncer. J'ai d'ailleurs annoncé sur Twitter que ce matin j'allais en parler sur Espace Miné. Donc je trouve que pour une question posée d'après le récit qui m'a été rapporté, et même pour plusieurs autres raisons, c'est délicat de cracher sur quelqu'un en public et de le battre. J'estime que c'est assez grave. Donc je dénonce le comportement de ce caissier-là, du restaurant Socrate, qui a craché, qui a frappé un Camerounais, lui étant libanais. Je connais bien le restaurant. J'ai pas mes habitudes là-bas.
pour des raisons personnelles, mais je suis allé, je pense, 2 fois. Très exactement. Je cache d'ailleurs une information, là je ne la cache pas, puisqu'elle n'est pas encore avérée, voilà pourquoi je ne la balance pas. Il se pourrait, je suis au conditionnel. Comme vous n'êtes donc pas encore sûr, vous n'allez Voilà. pas le dire. Ok. Je disais donc que j'étais allé là-bas 2 reprises. Bon, les uns les autres ont suivi la dénonciation. Vous dites que le serveur est allé poser une question au caissier. Oui. D'après le récit qui m'a été Et le caissier rapporté. s'est énervé. Oui. Il a craché sur le serveur, Oui. qui est un jeune Camerounais. Oui, et il s'est mis le à le- caissier libanais. Oui, et il s'est mis à le frapper. Le propriétaire du restaurant également est de la même nationalité, Oui, c'est ça? oui, oui. D'accord. Émile, merci votre réaction. Oh, ma réaction est celle d'un citoyen, n'ayant pas tous les contours du dossier. Je voudrais tout simplement dire que le Cameroun est un état de droit et que seul l'État a le monopole de la violence. Nul ne saurait donc se faire justice au cas où ce caissier aurait peut-être été victime, je ne sais pas trop de quoi, de ce serveur. Il devait recourir par les moyens légaux et non frapper ce serveur. Cracher d'abord sur Cracher lui. d'abord sur lui, et je pense que le serveur a tous les moyens de droit pour se plaindre et revendiquer ou alors rentrer dans sa dignité, parce que violenter un individu, c'est pas normal. Cela fait partie également des droits de l'homme qu'il faut respecter. La violence, je l'ai dit, est le monopole de l'État. Seul l'État doit exercer la violence sur des individus. C'est pour cela que je dis, je préfère rester un peu plus prudent sur les détails. Mais comme il y a eu des actes de violence, c'est ce que je condamne, je pense que le serveur doit saisir des instances compétentes pour réclamer les préjudices par rapport à cette violence-là. Je ne sais pas si ce sera une autre dénonciation que je vais raconter. J'ai également eu une histoire. Il y avait un grand restaurant aussi à l'époque, au lieu d'y avenue Kennedy à Yaoundé. Il y avait donc une serveuse. Malheureusement, un blanc est encore revenu. Et le blanc était accompagné de plusieurs autres personnes. Est-ce que les Libanais sont les blancs? C'est un autre débat. C'est un autre débat, Blériot. Alors, il était accompagné d'autres personnes qui étaient des Noirs. Ils se sont installés au niveau du restaurant. Et naturellement, la serveuse est venue vers ceux qui viennent de s'installer. Et la serveuse parlait donc à côté du blanc, étant debout en leur demandant ce qu'ils aimeraient prendre. Le blanc a commencé à passer sa commande, mais au moment où le blanc commence à passer sa commande, il passe la main au niveau de la hanche de la serveuse. La serveuse est tranquille. Non seulement il passe la main, mais il commence à la tripoter. Donc elle fait descendre la main, commence à tripoter le postérieur de la jeune serveuse. Et la serveuse repousse un peu sa main, calmement. Et le blanc insiste, il ne veut pas enlever sa main, il la tripote encore davantage. Et c'est là où la serveuse a donc poussé violemment la main du blanc en question, et le blanc a piqué une colère bleue. Pourquoi la serveuse la méprise? Le méprise. Le méprise et tout ça. Alors, ça crée un petit incident. Le blanc a exigé rencontrer le patron du restaurant en question. Et je pense également que le patron devait aussi être un blanc. Le patron n'était pas là, on l'a appelé Manu Militari. Il y a un sérieux problème ici. Je vous dis qu'entre-temps, le blanc tempêtait déjà. Le blanc est arrivé, le propriétaire. Il a demandé à savoir ce qui n'allait pas. On a amené celui qui disait qu'il a été méprisé dans le bureau du propriétaire. Il a raconté l'histoire. Et le blanc qui était propriétaire a présenté ses excuses au client en lui disant que ça ne se répétera plus jamais et qu'il va d'ailleurs prendre des mesures qui s'imposent. Pour s'excuser, il a demandé que le blanc aille à nouveau s'asseoir et qu'on lui offre une bouteille de whisky à ses frais. Il a demandé que la jeune dame puisse aller au bureau, dont la serveuse en question. À peine la serveuse a voulu commencer à s'expliquer, que le propriétaire s'est très énervé en lui disant que
tu t'énerves parce que le client a semblé te tripoter, te caresser, je sais pas moi quoi, ce n'est pas normal. Et à partir de cet instant, sache que tu es viré parce que tu dois te laisser tripoter. Et on a viré la jeune dame. Elle est partie. Je vous passe à nouveau la parole, docteur Ariel Meignier. Ces comportements que nous, Camerounais, nous subissons régulièrement dans ce genre d'endroits, des endroits détenus parfois par des expatriés. Ce sont des comportements vraiment à dénoncer. Parce que, au premier point de vue, moi-même j'ai été victime de cela dans un restaurant là au niveau de la montée du palais, après Piscor. Ce restaurant est tenu par une Libanaise. Encore? Oui, une Libanaise. Elle venait d'ouvrir. Et en dessous, elle a un supermarché. Et au niveau du supermarché, on vend de la boisson. Et au-dessus, il y a une zone café. Et lorsque je me suis rendu avec un de mes amis, nous avons pris la consommation en dessous. Cependant, nous n'avons pas eu l'information qu'au-dessus, il y avait une zone réservée au café. La dame est arrivée, elle nous a trouvés, nous étions en train de consommer. Elle nous demande de sortir avec une brutalité verbale qui ne disait pas son nom. Au même moment, j'ai mon ami qui lui fait part que, mais non madame, il y a quand même une manière d'expliquer à des personnes, nous ne connaissons pas l'endroit. Nous sommes arrivés là pour une première fois et s'il y avait quand même eu des personnes qui auraient pu nous donner des détails, que non, voilà, ne venez pas ici, votre place est en dessous parce que vous avez acheté en dessous, on allait plus comprendre. Mais nous demander brutalement comme ça de sortir, de nous lever, comme si nous étions des va-nu-pieds, je sais pas. Et il y avait de l'affluence. Nous avons eu honte. Nous avons eu honte parce qu'elle a vraiment été très méchante envers nous et désagréable. C'est ainsi que quand son époux est arrivé, son époux lui a fait part que maintenant, il y avait quand même des comportements, une éthique quand même à tenir face à certaines situations. Il s'est excusé auprès de nous. Il nous a fait comprendre que non, voilà, patati. La prochaine fois que vous allez revenir, si vous consommez en dessous, c'est comme ça que ça se passe. Ici en haut, c'est un salon VIP. Je reviens donc maintenant à la dénonciation de M. Basson. C'est nous-mêmes Camerounais, qui nous laissons marcher dessus. Parce que moi, je ne vois pas un noir aller en France et non seulement porter main, insulter, cracher sur un blanc. Premièrement, on va d'abord vous faire enfermer, sans chercher à connaître d'abord les contours de l'affaire. Mais ici, chez nous, nous encourageons cela. Et vous allez vous rendre compte que si ce blanc avait fait appel à les forces de l'ordre, c'est d'abord notre frère camerounais qu'on allait coffrer. En passant, Laurent, il y a d'abord tabassé. Oui. Parce que nous la donnons du poids. On a souvent eu cette affaire. Hein. Je vais parler de nos amis qui sont là en Vorada, chez Blériot, ce que nous appelons vulgairement les Biafrais. À plusieurs reprises, ils le font. Hein. C'est-à-dire que tu as un problème contre un Biafra en Vorada. Il te dit, allons au commissariat. Je t'amène au commissariat, il va te coffrer. Et le Biafra t'amène au commissariat, toi, le Cameroun, te coffre. Donc, nous ne refusons pas. Le Cameroun est un pays hospitalier qui reçoit tout le monde, mais je crois au moins aussi que le Camerounais doit aussi être protégé chez lui. Parce que lorsque nous sommes à l'extérieur, on ne donne pas de cadeaux, on ne fait pas de cadeaux. Donc c'est un incident malheureux vraiment qui a dénoncé comme vous l'avez fait ce matin. Mais il va falloir que nos dirigeants et nos gouvernants essayent de protéger de plus en plus ces jeunes Camerounais qui se battent à chercher leur vie. Parce qu'aujourd'hui, les Camerounais souffrent. Quand quelqu'un se lève chaque matin pour aller ne serait-ce que servir dans un resto, c'est pour au moins essayer de joindre les deux bouts. Et se faire frustrer de cette façon, c'est pas normal. Merci, docteur Ariel Meignier. Pierre Blériot-Niémec, c'est pourtant un grand restaurant du côté de Bastos qui est maintenant épinglé, entre guillemets, dans des comportements un tout petit peu rétrogrades. Oui, mais vous savez, si vous voyez un beau-frère aller dans sa belle famille taper sur les gens, c'est parce que ces gens lèchent ses bottes. Le père vit à ses frères, la mère, ainsi de suite. C'est-à-dire, votre beau-frère vient chez vous, il tape sur les gens chez vous, sur votre père, sur vos soeurs, pas ses épouses, hein. Ça veut dire qu'il sait qu'il a l'ascendant sur vous. Il y a une traite qui a été cachée souvent dans les livres d'histoire. L'Occident a fait une traite des nègres.
Mais avant l'Occident, le monde arabe a pratiqué la traite à un niveau très grave et très violent. Donc nos frères arabes, qui pour la plupart renient leur orientalité, parce que ce sont des orientaux, ce sont des noirs, ce n'est pas des blancs, donc les Libanais, à la faveur d'un régime beaucoup plus mou, parce qu'Aïdjo avait fait entrer les Libanais pour les aider. Le Liban n'était pas grand-chose. Pas du tout. C'était pour les aider. Mais nous, comme nous sommes toujours sur place depuis tout ce temps-là, les gens, même les Chinois, le Cameroun aidait la Chine. Ouais. Vous savez, nous, enfants, nous voyons les films. Dans un film de Bruce Lee, le Japon avait colonisé la Chine. Dans un film de Bruce Lee, il y a une cérémonie qui a lieu en Chine, mais tenue par des Japonais. Bruce Lee vient, il se tient, il regarde les gens entrer. Il a écrit au-dessus, interdit aux chiens. Quand les Chinois veulent s'approcher pour entrer, on leur dit non. Il est écrit interdit aux chiens. Donc, ils sont des chiens. Écoute, interdit aux chiens. Et puis une dame japonaise arrive avec un chien réel, elle entre. Bruce Lee se rapproche de la personne. Vous avez dit interdit aux chiens. Et on lui dit que non, pas les chiens là. Donc, ils sont même... Ils peuvent entrer, mais pas vous. Dans le film, Bruce Lee va faire un bond de plus de 3 mètres et casser la plaque où il est écrit interdit aux chiens. Et il va bastonner les gens, pas possible. Là, c'est le film. Mais vous savez pourquoi les Blancs font les films? Non. Pas vos trucs que vous faites ici. Les Blancs font les films pour installer une idéologie. Ouais. Il fallait que le Chinois apprenne qu'il n'est pas le chien du Japonais. Et qu'on mette fin à ça. Les Chinois ont commencé à mettre fin à ça physiquement, militairement, ensuite économiquement. Le Cameroun a été colonisé, mais avant, les Camerounais ont connu la traite des nègres. Pendant la colonisation, c'est comme ça qu'on traitait les nègres. Ça a continué. Et il y a la faveur des régimes mous. Parce qu'il y a des régimes africains où on ne fait pas, où les Arabes, les trucs là, les gens un peu, je ne sais pas quelle est la couleur qu'ils ont, ne font pas ça. Mais au Cameroun, les Libanais, les Chinois, violents des Camerounais, même les Biafrais, même les Tchadiens, ce n'est pas une question de diplomatie. Mais au vu et au su de tout le monde, c'est moi qui ai mis fin à la terreur des Nigériens en Vogada. Avant même que je n'ai l'aura que j'ai aujourd'hui. Il y avait des commissaires de police à côté, les commandants de brigade. Je leur ai dit que ça va finir ici en Vogada. Un Nigérian prenait votre femme, au vu et au su de tout le monde, et il vous faisait enfermer dans une brigade. Ils enceignaient toutes nos petites filles. Je vais vous dire, ils allaient plus loin à l'époque. Ils utilisaient des produits pour leur sexe qui gonflaient de manière bizarre les sexes et ils détruisaient nos petites filles. Incroyable. C'était une pratique connue. Heureusement pour eux, en les utilisant, pour la plupart aujourd'hui, leurs engins ne se lèvent plus. Donc parce que c'était connu. Quand une fille était allée, c'était terrible. Ils bousillaient une jeune fille comme ça et personne ne pouvait dire quelque chose. Les parents même n'avaient pas où se plaindre. Là, c'est la mollesse d'un régime. Les gens qui ne se prennent pas, on a une maladie chez les Bassa, on appelle ça Ngondé. On dit qu'elle choisit seulement les gens qui n'ont pas les ongles. Parce qu'il suffit de vous gratter et vous la faites tomber. Dans un pays où les gens se prennent au sérieux, vous ne pouvez pas le faire. Mais, revenons rapidement sur le restaurant Le Socrate. Regardez à quel point les Camerounais sont complexés. Quand une jeune fille te dit « amène-moi au restaurant Le Socrate », c'est qu'elle est au sommet. Quand vous draguez une fille, elle vous dit « amène-moi à Basto », sachez qu'elle est de mauvaise vie. Oui, c'est décomplexé, amène-moi à Basto. Donc, on a comme amène-moi à Basto. Maman n'a pas de maison. Vous habitez un truc qui est comme ça. Mais vous voulez aller manger seulement à Basto. Pourquoi on vous voit sortir de là? Parfait Haïti, c'est un peuple qui se donne sa dignité. La dignité s'arrache. Vous posez un tel acte. Même les Camerounais qui se sont levés, ils sont sortis. Non! Nous créons un précédent. On tape sur le patron, on tape sur
caissier. Le cancre là qui était caissier, on casse les choses, on tape tellement que ce restaurant, pour le reconstruire, vous voyez, il y a une question qui est en train de se soulever là. Il y a un grand concert qui a lieu à Douala en fin du mois, en mois de décembre. Demain, c'est ma dénonciation. Et il y a un artiste africain qui est invité. On ne le déteste pas, mais dans son pays, aucun Camerounais ne peut faire la grande affiche. Dans les petits pays, on commence. Tous ces pays, c'est des petits pays par rapport au Cameroun. Mais au Cameroun, les Camerounais vont vous dire, et j'ai entendu des gens sans culture dire que quand c'est Fali, il ne peut pas. D'ailleurs, l'un des grands maîtres au Cameroun, lors de la Coupe d'Afrique du Cameroun, a invité son ami. Au mépris, parce que les Camerounais ne le savent peut-être pas. Et ce monsieur dansait devant le chef de l'État pratiquement en démembré. Bien sûr, parce qu'ils sont dans leurs ordres où ils ne doivent pas s'habiller normalement. Et comme les gens n'ont aucune culture spirituelle, ils ne se posent pas la question de savoir un gars avec autant d'argent, pourquoi ça. C'est ça qui vous obnubile. C'est pour ça qu'ils disent souvent pourquoi toi tu parles de tel, tu parles de tel. Non, moi comme ça ne marche pas sur moi. Comment Blue, qui est de Camtel, on va vous expliquer ça comment. C'est quoi la souveraineté culturelle? Mais si demain, je vais dénoncer cela. Demain, Demain, c'est la dénonciation. Oui, d'accord. Parfait, ici, nous sommes laissés à nous-mêmes. Nous n'avons aucune protection. Mais je dis On va chuter que pour le cas d'espèce, la violence qui devait s'exercer au Socrate ce jour-là devait rester dans les mémoires. C'est-à-dire, on devait bien trouver qu'il soit encore debout. Bon, Émile Messier a dit qu'il y a des voies de droit. C'est-à-dire que vous pouvez aller vous plaindre si vous estimez que vous avez. Mais vous pouvez aussi pousser celui qui vous violente à aller se plaindre. Vous comprenez, non? C'est-à-dire que tu me manques de respect, je te pousse à aller te plaindre. N'importe qui peut aussi. D'accord, un message. Calmez-vous, Bernardo. Bonjour, perfecto. La dénonciation du jour est très intéressante. C'est un message qui nous vient du 213, c'est l'Algérie. Vous savez, je dois être dur ce matin. Ces Libanais sont racistes, très racistes et méprisants envers nous. Et d'une part, je dirais que c'est la patate qui a accepté qu'on la mange crue. Que les Camerounais aillent me saccager ces restaurants et mettre les bêtises au sol. J'ai dit à mes frères noirs, si un Libanais vous manque de respect, giflez-le et n'ayez peur de rien. Vous ne connaissez même pas qui sont ces Libanais. Si on ne les déplume pas, ils vont voler très haut. En Côte d'Ivoire, un Libanais a même osé gifler un policier. Quand j'étais au Ghana, les Libanais ont ouvert un supermarché et ils ont mis deux entrées. Une entrée bizarre et sale pour les Noirs et une entrée propre et VIP pour les Blancs et les Libanais. J'ai eu mal quand j'ai vu cela. J'ai voulu saccager les conneries, mais comme ce n'était pas mon pays, j'ai digéré et j'ai continué ma route. C'est un témoignage émouvant, C'est un Camerounais qui vit en Algérie. Bonjour parfait, ici est ton riche panel. Today, c'est la promotion de la sauvagerie. C'est ce que l'on croit. Oui. Merci beaucoup. C'est ça. Je pars au 240, c'est la Guinée équatoriale. Bonjour le plateau et bon début de semaine à tous. Moi, à la place du gars, j'allais tout détruire, sachant qu'après, ils vont me licencier. Autre préoccupation, bonjour parfait et à ton brillant panel. Vraiment, j'ai vécu une histoire similaire lorsqu'on construisait le stade de Japoma. J'étais infirmier au sein du chantier. Parfait, un jour, le chef cuisinier des trucs avait craché sur un autre chef. Ah oui, il veut dire le chef cuisinier des Turcs avait craché sur un autre chef camerounais et celui-ci lui avait infligé une correction mémorable, même comme il avait été limogé par la suite. Mais nous, les Camerounais, étions tellement contents. C'est Marcelin depuis Enyala, à Douala. Autre message ce jour, bonjour perfecto, pour la dénonciation de ce jour. Dans la partie septentrionale, le Nigérian est roi à tous les niveaux. Si vous avez des problèmes avec un Nigérian, vous courez le risque de vous retrouver en prison. Au niveau de la justice, ils ont toujours raison. C'est Jean-Jacques Agarois qui envoie le message. Autre préoccupation, Bernardo s'est-il rendu à Batié comme il avait annoncé la semaine dernière? Le Bouclaude depuis Fumban, bonne journée. Il faut lui dire que j'ai téléphoné au maire et il m'a dit qu'il n'était pas dans la ville. Donc je n'ai pas pu rencontrer le maire.
Je pars au 256. C'est l'Ouganda. C'est l'Ouganda. Bonjour, le 237. La dénonciation d'aujourd'hui a transpercé mon cœur. C'est quoi cette histoire? Comme disent mes frères Bassa, chez nous, on ne peut pas admettre un cas pareil. L'homme Bassa n'a rien, mais il ne blague pas avec sa personnalité. Ngobi Choka épouse Onana depuis l'Ouganda. Avec Bonne sa journée à dignité, vous. avec sa dignité surtout. Autre message ce jour. Bonjour, parfait. Il faut le chasser. C'est Gabi depuis Yaoundé qui envoie le message. Bonjour, parfait ici et à tout votre panel. Tous les démineurs sont dans la sapologie ce matin. Dans les faits, nous sommes vraiment touchés par cette histoire de Camtel. On aurait vraiment voulu voir les artistes camerounais porter ce genre d'événement. Ça y va de leur promotion, de leur valorisation. Mais bon, au Cameroun, on fait presque tout, sauf rien de bon. Pour le Libanais, rien ne peut expliquer un geste pareil d'un malsain ici chez nous. Mais Bernard Basson, calme ton tempérament. Tu es super juriste quand tu es calme et ça me permet toujours que je suive... C'est parce que Dieu mais tes nerfs de ce matin, je n'apprécie pas. Non, c'est fait exprès. Fabien de Marois C'est fait exprès. qui envoie le Dans ce message. pays, pour que les choses marchent, il faut mettre une dose d'énergie supplémentaire. Lorsqu'on va calmement, personne ne veut nous écouter. Il faut manifester. Fred de Paris est également au rendez-vous ce matin. Qu'est-ce qu'il dit? Bonjour le plateau. Le restaurant Socrate est en relation avec beaucoup de dirigeants camerounais. Parfois même, ils sont porte-nom pour les ministres. Il y a même un des enfants du Socrate qui était très proche d'un homme d'affaires camerounais en prison pour l'assassinat. Merci, mon ami Fred de Paris. Alors, je vais chercher les messages qui viennent de l'étranger, pour voir un peu si c'est comme ça que ça se passe dans ces pays. Donc, on va faire un test. Vous allez me dire si on chiffonne les nationaux comme ça dans vos États. Alors, je prends quel numéro là? Bon, je tombe sur le 235. Il s'agit de quel pays là? C'est pas C'est le Tchad. Bonjour, parfait ici. Le Cameroun est un paradis terrestre. La liberté est au summum. Demandez à ces Libanais de faire cela au Tchad. Il aura le code plus 235. C'est El Messi Adja Bagourfou. Et il dit que je suis tchadien. Merci, salutations à tous les Tchadiens qui nous regardent ce matin. Autre message, bonjour parfait. J'avais bastonné copieusement un blanc parce qu'il m'avait traité d'idiot, parce qu'on gérait un même dossier dans un snack. La manière avec laquelle j'ai bastonné le type, la nuit là, il n'insultera plus un noir. C'est Val de Koundoum qui envoie le message. Autre message ce jour. Bonjour parfait à ici. Alors, bonjour parfait ici et à ton somptueux panel. Par rapport à la dénonciation, mon défunt père me disait toujours, je cite, un peu de brutalité apporte parfois de l'ordre. Fin de citation. Parfaitement d'accord. Voilà. C'est monsieur Fouda François depuis Kribi. Tout à fait, monsieur Fouda. Bonjour, monsieur Fouda de Kribi. Parfois, il faut que les choses se passent comme ça. Je ne sais pas pourquoi les gens sont si violents. Mais chacun te dit que c'est son grand-père qui lui disait, donc il faut comprendre que c'est culturel. Je pars en Guinée équatoriale, c'est le 240. Bonjour le plateau. Vraiment, nous Camerounais sommes trop tolérants. C'est pas comme ça chez nous, chez nos voisins. Donc, justice pour ce Camerounais. C'est Fallon depuis la Guinée équatoriale qui envoie le message. On va lire peut-être 4 derniers. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Bonjour, parfait ici. Il faut dire que ce sont les Camerounais eux-mêmes qui se laissent mépriser de la sorte, se sentant toujours inférieurs face à la couleur transparente. Comme quoi l'esclavage continue de nous coller à la peau. C'est Pauline de Yaoundé. Pour peu qu'un Camerounais se retrouve dans ce genre de restaurant, il se croit en bain. Vraiment, pitiation, arrêtons ce complexe. Tout à fait. On fait les photos partout, on met sur Internet. Et parfait ici, moi j'attends de voir. Je vais voir si le sous-préfet de Yaoundé 2 ou le maire, l'un des deux prendra quand même sur lui
d'enquêter dessus. Moi, je verrai. Et si jamais ces autorités ne font rien, on aura compris qu'elles sont simplement complices de l'abus dont sont victimes les Camerounais chez eux. Tout simplement. Nous partons au plus 971. C'est pas Dubaï? Non, Dubaï, oui. Je pense que c'est Dubaï. Ce sont les Émirats. Bonjour, le plateau pour la dénonciation. Je pense que le Camerounais qui dénonce ce fait aurait dû déjà dénoncer au restaurant. Autre message ce jour. Alors, je prends le 216. C'est la Tunisie. Le 216, c'est la Tunisie. Bonjour, perfecto, c'est Laurent depuis Tunis. Vraiment, le Camerounais doit et devrait être propriétaire. Jusqu'à quand allons-nous comprendre cela? Dans ces pays arabes, Tunisie, Maroc, Libye, Algérie, surtout le Liban, chez eux, ce sont les Arabes d'abord. Être noir dans ces pays, c'est un péché. Nous ne pouvons pas nous défendre dans ces pays. Nous sommes à la fin ridicules. En Tunisie, que je maîtrise mieux, quand vous allez à la police et que tu es noir, cela n'aboutit jamais, vu que tu es noir. Et ils nous appellent Africains. Ils sont des rois et des chefs d'entreprise chez nous, mais nous, des vulgaires noirs. Et ils nous appellent Kalouches, c'est-à-dire des noirs. Il faut que nos dirigeants changent. Tout à fait. Autre message ce lundi matin, je m'en vais du côté de la France et c'est le plus 33 qui est connecté. Bonjour parfait et à la Dream Team. Pour le restaurant, la faute ce sont aux clients. Une histoire comme ça se passe devant moi. C'est le CED qui va m'enlever. Le monsieur là entre mes mains. Et pour le concert de Camtel, si les Camerounais n'assistent pas tout simplement au concert de Fali, le jour J, l'affaire sera résolue. Les promoteurs réfléchiront différemment. La prochaine fois, c'est Landry Nkodo de Paris qui envoie le message. Autre préoccupation ce jour, je repars en Algérie, c'est le 213. Salut à tous. Franchement, le Camerounais est le seul qui aime tout le monde, mais qui n'aime jamais son propre frère. En Algérie, ici, le noir n'a même pas le droit de marcher librement en route. Il est interdit aux noirs ici d'avoir un terrain ou une simple voiture. Les Arabes font arracher cela. Waouh. Incroyable. Vous comprenez? C'est vrai ce que le garçon l'a dit là? Bon, on ne sait pas si c'est vrai, mais c'est dire à quel point dans certains pays... Vous savez, les Arabes sont durs avec nous. Hein. C'est dangereux là. Mais chez nous, on leur donne nos femmes. Le plus grand esclavagiste des temps modernes, c'est le Liban. C'est le Liban. Avec le Koweït. Donc, ces deux pays-là. Mais nous ne faisons rien. Comment nous faire respecter? Il faut le faire. Nos frères libanais doivent savoir que nous ne sommes pas les petits chiens. Et donc il faut le leur faire comprendre. Donc il nous faut un Bruce Lee, monsieur Niemek. De la promotion de la sauvagerie, qu'ils sachent qu'en fait, Karl Marx disait que la violence est le moteur de l'histoire. Il y a des choses que vous ne pouvez changer que par la sauvagerie. On nous disait quand on était petit que les oreilles des nègres sont aux fesses. Mais moi je crois que ce sont les oreilles des Libanais qui sont là. Je vous ramène rapidement dans un autre pays africain, c'est le 242, c'est le Congo. Et qu'est-ce qu'on nous dit là-bas au Congo? Les propos d'Émile Messi me choquent. Émile Messi pense que nous sommes dans un pays normal, jusqu'à il parle de pays de droit. Les propos d'Émile Messi, vraiment. C'est le Congolais? C'est un Congolais. Le 242. C'est pas que le Congo était pays de droit. Peut-être c'est un Camerounais qui vit au Congo. C'est pas à exclure. Il y en a qui fréquentent là-bas. Alors, il y a beaucoup de messages venant des pays arabes. Hein. Je repars au 213. Algérie. C'est l'Algérie. Je dis et je répète perfecto. Renseignez-vous. Il est interdit à un noir de s'acheter une maison ici, en Algérie. Je vous le jure. Vous comprenez? Mais ici, c'est des gens qui sont propriétaires et ils abusent de tout à tous les niveaux et on ne fait rien. Je dis bien que le maire de Yaoundé 2, le sous-préfet de Yaoundé 2, ne fasse donc rien. Et là, on comprendra clairement pour qui est-ce que nos élites, nos élus, nos responsables roulent. Vous êtes en direct sur Info TV tous les jours de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Le programme, c'est Espace Miné.
Sur ce plateau d'Espace Minier, et nous vous le disions en ouverture ce matin, nous marquons un arrêt pour parler des 41 ans au pouvoir du président Paul Biya au Cameroun. 41 ans plus tard, quel regard posez-vous sur le règne du président Paul Biya? 41 ans à la tête de l'État du Cameroun par le président Paul Biya, échec ou alors réussite? Nous en parlons justement avec nos amis qui sont venus nous rendre visite ce jour. Je commence par le docteur Ariel Meignet. Docteur, 2 ou 3 aspects m'intéresseront principalement ce matin. D'abord l'aspect politique, l'aspect économique, l'aspect sportif du règne du président Paul Biya. Commençons par l'aspect politique. Avez-vous l'impression que le président Paul Biya est à féliciter 41 ans plus tard? Au niveau de l'aspect politique, 41 ans après, j'aimerais d'abord vous dire une chose. Quand vous parlez là, je lis 41 ans de pouvoir, 41 ans de pouvoir de Paul Biya, échec ou réussite. Ça veut dire que vous demandez de faire une sorte de bilan. C'est de ça qu'il s'agit. Ok, bon, pour moi, le bilan, je ne peux pas encore me prononcer au niveau d'un bilan, puisque je crois qu'il a encore 2 ans. Mais là, maintenant, nous sommes au niveau de 41 ans. 41 ans. Ça sera un peu faire une analyse mitigée. Sur le plan politique, on va vous dire, à partir de 1987, il a prôné un slogan que vous avez appelé, on a appelé... Rigueur et moralisation. Oui. Rigueur et moralisation. La rigueur et la moralisation, c'est quand elle arrive au pouvoir. C'est le renouveau. Oui, c'est le renouveau. Il s'agit de lui. En 80. Voilà, en 82. Ok. Donc, il y a eu des avancées sur le plan politique. Il y a eu la démocratie que vous avez vue, la liberté d'expression. Il y a eu le multipartisme. Donc, sur le plan, nous sommes quittés du parti unique vers l'ascendance de plusieurs partis politiques avec des élections pluralistes. Donc, sur le plan politique, il y a eu des avancées. Maintenant, sur le plan économique, aujourd'hui... Non, nous n'irons pas à pas pour ne pas nous embrouiller. Sur le plan politique, c'est énorme. Vous avez par exemple cité le pluralisme, vous avez parlé de ces élections qui ont été organisées, vous avez même parlé de la liberté d'expression. Je pense que c'est énorme. Alors, je peux parler sur le plan international aussi. Puisque tout ça entre dans la diplomatie aussi, oui. Vous avez vu, il y a eu un rayonnement diplomatique du président Biya, visible même d'abord au sein des institutions africaines, au niveau de la CEMAC, où le Cameroun s'est un peu positionné comme une locomotive, grâce à ses multiples richesses et face à ses nombreuses prises de position, mais aussi, sur le plan diplomatique, le Cameroun a ratifié plusieurs accords. Les accords militaires, que vous connaissez bien avec la Chine et la Russie. Ces accords étaient aussi non seulement multilatéraux, mais aussi bilatéraux, pour essayer de relever le niveau de vie des populations et des Camerounais. Donc, aujourd'hui, parler des 41 ans de pouvoir du Biya sur le plan politique, il y a eu des avancées. Pour vous, au niveau politique, on dira que c'est une réussite. Sur le plan politique, oui. D'accord. Je vais passer la parole à Émile Messi. Émile Messi, nous restons avec votre permission en politique. Je voudrais que nous mettions un ancrage justement sur le multipartisme au Cameroun, qu'on le veuille ou pas. On reconnaîtra quand même que le président Paul Biya a été pour beaucoup dans ce multipartisme, ce qui donne quand même des bons points sur le plan de la démocratie. Mais est-ce que le tout est d'avoir plusieurs partis politiques dans un pays et conclure qu'il y a réellement la démocratie? Votre question est pertinente. La pluralité, vous savez, lorsque le président Biya accède au pouvoir en 82, nous sommes dans un système monolithique très très dur. Il vous souvient même que son prédécesseur, lorsqu'il démissionne à la tête de l'État, le 4 novembre 1982, il reste à la tête du parti, c'est-à-dire l'UNC. Il reste le chef du parti. Jusqu'au moment où je ne veux pas revenir sur les détails, sur cet incident qui pousse à ce que nous connaissons. En 84, je veux parler du 6 avril. Et pour véritablement prendre des choses en main et consolider le pouvoir, ce 24 mars 1985, dont est le RDPC, où le président véritablement
prend la chose politique en main. Et vous verrez que très rapidement, en 87, il y a ce qu'on appelle l'ouverture au sein même déjà du RDPC. Il y a une ouverture. C'est-à-dire, lorsque vous interrogez les élections législatives de 1988, le RDPC, qui est le seul parti, mais présente plusieurs candidats. Déjà, à l'interne. Ça fait donc qu'il prépare déjà le parti à la concurrence. Jusqu'à qu'en 90, et vous avez raison, qu'il est pour beaucoup dans ce multipartisme, dans cette ouverture. Lorsqu'il dit à ses camarades que nous allons ouvrir à d'autres partis politiques. Vous vous rappelez que les classiques même du RDPC de l'époque, je veux faire appel à Emma Bazer qui conduit une délégation pour dire non à cette histoire-là. Le multipartisme va nous apporter du désordre. À l'intérieur du RDPC, il y a déjà des possibilités que les gens puissent être candidats s'ils le veulent et faire la concurrence interne. Le multipartisme nous fonce tout droit au désordre. Il nous dit, je vous ai dit, préparez-vous à la concurrence. Point. Il voit l'Assemblée nationale. Il dit, j'ai décidé de faire l'ouverture. Et puis, le multipartisme est parti. Bam! Avec tout ce que nous connaissons. Nous avons les premières élections qui indiquent que le multipartisme a effectivement donné où les gens voulaient vraiment se libérer. Les premières élections législatives, vous savez que le RDPC ne les gagne pas. C'est les partis d'opposition qui gagnent. Bon, heureusement ou malheureusement, même les partis d'opposition font encore alliance, parce que là, ça devient un problème de choix avec le RDPC. Donc, à ce niveau-là, on peut dire que l'expression, ou alors l'un des indicateurs de la démocratie, c'est effectivement le pluralisme politique. Les gens sont libres de créer des partis politiques, de vendre leur idéologie. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 300 partis politiques. Maintenant, la question de leur efficacité, ça c'était notre débat. Mais tout au moins... Pourtant, également, ma question de fond était celle de savoir si nous pouvons en déduire que le multipartisme, pour le cas du Cameroun, a effectivement consacré la démocratie. Le multipartisme ne s'est pas simplement arrêté au niveau de la création de plusieurs partis, au niveau des libertés, la libre expression. En 82, lorsque vous voyez l'architecture médiatique, par exemple, puisque vous êtes du domaine, vous verrez qu'il n'y a que la radiodiffusion du Cameroun. Il n'y a que Cameroun Tribune, par exemple. Et c'est terminé. Et c'est terminé. Et à partir de 90, il y a tout un boom médiatique. Aujourd'hui, nous avons plusieurs chaînes de télévision, presse écrite, audiovisuelle et tout ce que vous pouvez dénombrer. Cela accompagne justement la démocratie en termes de la libre expression. Nous ne faisons pas pour l'instant le bilan de la qualité de cette liberté-là, mais nous pouvons constater que aujourd'hui, personne n'est otage de ses opinions. Très bien. Personne Il a d'ailleurs dit, le président Paul Biya, vous n'aurez plus droit d'aller au maquis pour exprimer vos opinions. Les gens sont totalement libres. Ceux qui veulent briguer des mandats sont totalement libres. Votre ami Cabral Lébi s'est essayé. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est un honorable. Tout à fait. Donc, je crois que tout ça est à mettre à l'actif du chef de l'État, Paul Biya, qui, malgré, on peut le dire aussi, 41 ans de pouvoir, ce n'est pas 40 mois, ce n'est pas... C'est toute une vie aussi. Et comme lui-même le disait, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Très bien. Ne dure pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Je crois que c'est tout cela qui peut justifier Il a dit à François Hollande, sa longévité au pouvoir. Merci beaucoup. Pierre Bleriot-Niemek, en 41 ans de pouvoir, est-ce que le président ne serait pas félicité quelque part? Et là, je prends l'aspect purement sécuritaire. Il a eu à gérer ce que l'on a appelé le putsch manqué de 1984. Il a géré l'affaire Bakassi avec un succès retentissant, avec ce qu'on a appelé les accords de Green Tree. Le même président a géré également le problème Boko Haram. Et comme si cela ne suffisait pas, c'était la crise du Nozo. Pour l'heure, quel est quand même le commentaire que vous posez, l'analyse que vous posez sur la manière du président Paul Biya de gérer tous ces différents conflits?
Du point de vue sécuritaire, le président Paul Biya a la palme d'or, y compris les conflits qu'on lui a imposés, en prenant aussi en compte des conflits qu'il a acceptés. Ah bon? Bien sûr, il y a des conflits qu'on lui a imposés. Boko Haram nous a été imposé. Tout à fait. La guerre de Bakassi nous a été imposée, même si finalement c'est la voie diplomatique qui a prévalu. Mais la guerre du Nozo, nous l'avons aussi finalement acceptée. Oui, puisqu'il y a eu une déclaration claire que bon, maintenant nous entrons en guerre. Mais dans tous les cas, du point de vue sécuritaire, il s'en est très bien sorti. Sauf que quand de mauvaises choses arrivent constamment pendant que vous êtes quelque part, c'est peut-être que votre karma n'est pas bon. C'est-à-dire, si vous recevez un étranger et cette nuit-là, on cambriole chez vous, on casse, même si vous réussissez à repousser les bandits ou à les arrêter, vous pouvez soupçonner en Afrique, c'est souvent cela. Ça veut dire que cet étranger est venu avec une mauvaise aura, on peut le soupçonner. Sur le plan politique en général, parce que la sécurité rentre certainement dans la politique, le parcours de Paul Biya est un succès. Il est parti, Paul Biya, d'un parti unique vers le multipartisme et il a rejoint encore le parti unique. Comment ça? Bien évidemment. Et donc il a réussi ça avec un grand succès. Je crois que le RDPC a aujourd'hui le nombre de députés que l'UNC avait souvent. Carrément tous les députés, tous les sénateurs, et ainsi de suite. Donc, réussir un tel exploit en 41 ans, Haïdjo n'aurait pas pu aujourd'hui faire l'ouverture démocratique et réussir à avoir 100 sénateurs. Il allait faire ça comment? Il n'allait pas. Qui aurait pu imaginer en 92 qu'on se retrouverait dans un pays dans lequel, après une élection, comme l'élection sénatoriale récente, on aurait 100 sénateurs du RDPC. Non, on n'a pas 100 sénateurs du RDPC. Hein. Il y a des on a 100 sénateurs du président Paul Biya. On a d'autres sénateurs qui sont en position. 70 du RDPC. Je ne sais pas si vous pouvez me démontrer qu'il y a un sénateur qui ne soit pas de président Paul Biya. On a fait une élection, si j'étais encore au Cameroun, c'était sur 70 sénateurs, n'est-ce pas? Tout à fait. Le RDPC a raflé les 70 places, d'accord? Oui. Nous fêtons qui aujourd'hui? Et le président Paul Biya a nommé 30. Et le président Paul Biya a nommé 30. Et dans les 30 qui ont été nommés par le président, il y a des opposants dedans. Le président Paul Biya a eu 70 députés, sénateurs aux élections. Oui. Ensuite, le président Paul Biya s'est choisi 30 sénateurs. Oui. Parmi lesquels les opposants. Quel opposant? Un opposant. Comment ça? Non, le président Paul Biya. Pourquoi il n'a pas choisi? Peut-être en toi. Est-ce que vous avez posé votre candidature? Non. Biya connaît ses opposants. Pourquoi moi, il ne m'a pas choisi? Il ne peut pas me choisir. Il sait que je suis son opposant. Donc, il s'est choisi les opposants de convenance. C'est comme ça que je les appelle, les accompagnateurs. Donc, on ne pouvait pas imaginer avant qu'on partirait en 92. On a eu une situation où... Non, l'opposition avait plus de députés. Oh, ouais. Oui. Et ils étaient obligés de faire alliance. Le RDPC avait eu 88 députés. L'opposition en avait eu 92. Donc l'opposition a gagné. Avait gagné. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale a eu 156 députés du RDPC. Quand il y a eu, là je parle de l'Assemblée nationale. Mais au Sénat, qui est l'organe le plus récent, qui aurait dû refléter dans sa jouvence ce qu'on avait vu en 92, aujourd'hui, on a 100 sénateurs de Paul Biya. Oui, Paul Biya a gagné. Donc, un Camerounais qui ne... On dira Ayop, Ndouane, le feu. Celui qui ne reconnaît pas que Paul Biya a réussi en 41 ans à nous ramener au parti unique avec l'accompagnement des opposants. Ça se voit. Le but d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir et de le conserver. Mais il a conquis le pouvoir, il a très bien conservé, il a 100 sénateurs, Paul Biya, pas le RDPC, Paul Biya
a 100 sénateurs. Est-ce que c'est faux? Ce discours que Paul Biya a 100 sénateurs. Si un opposant, entre guillemets, est sénateur, c'est du fait de Paul Biya. Donc c'est Paul Biya qui a fabriqué des 30 autres sénateurs, des gens qui étaient perdus, qui n'auraient jamais pu exister. Mais il nous a fait quelque chose de bien. Lorsque le Sénat a été mis en place, je n'ai pas lu dans les détails les textes, mais très souvent c'est un sénateur nommé par Paul Biya qui est président d'un organe qui légifère, c'est-à-dire où les gens ont été élus, mais c'est la volonté de Paul Biya qui prime. Donc, on peut dire aujourd'hui à Paul Biya, 41 ans, comme président, félicitations, ton parcours est élogieux, sans pareil. Il n'y a même pas ton pareil. Il n'y a pas ton après. Félicitations. On dira après Paul Biya, c'est le virage. Bernardo Basson, sauf si vous insistez, pour parler encore de l'aspect d'ordre politique, Dieu seul sait que pour parler de l'aspect d'ordre politique concernant les 41 ans au pouvoir du président Paul Biya, on peut prendre même un mois pour en parler. Mais maintenant, on évolue un peu sur le plan économique. Disons également qu'à peine le président Paul Biya au pouvoir, nous sommes donc derrière en 1987, et que le Cameroun tombe dans une très forte crise économique, qui était presque d'ailleurs d'envergure mondiale. Sur le plan économique, pour Paul Biya, avez-vous l'impression qu'il peut aussi avoir une bonne note, ou alors c'est une catastrophe? Vous vous moquez de moi, c'est bien. À quel niveau? Moi, je sais pas ce que je vous ai fait pour que vous vous moquiez de moi. Mais sur le plan politique, je vais rappeler à monsieur, mais c'est une seule chose, une seule, pas beaucoup. Quand vous l'entendez parler, il est très docte, il est très éloquent. Monsieur Yemeka a très bien relevé l'histoire du parti unique. Mais dans ce Cameroun, on parle d'une opposition qui, parce qu'elle manifeste, voit ses militants enfermés. Vous avez enfermé les militants du MRC. Dans un pays démocratique, on n'enferme pas les militants politiques. On enferme par exemple pour leur position politique. Parce que c'est vous-même qui avez dit que les gens n'iront plus dans le maquis pour leurs opinions. Mais vous avez un parti d'opposition qui se dresse, qui voit ses militants essayer de revendiquer quelque chose, mais vous les enfermez. Ils couprissent en prison, alors qu'ils n'ont rien fait. Ils ne sont vous pas en collez prison des motifs. Du fait qu'ils soient militants d'un parti. Mais vous savez que c'est la vérité. Ils sont poursuivis pour des délits de droit commun, monsieur le juriste. Vous devez le savoir. Ils ont commis des actes, des délits. Le et c'est pour ça Cameroun qu'ils sont vous poursuivis. regarde. Cameroun à Yenoa. Le Cameroun vous regarde. C'est du théâtre. Et vous, justement, c'est vous qui faites du théâtre. C'est vous qui faites du théâtre. C'est vous qui faites du théâtre. Un militant qui soit poursuivi du fait d'appartenir à un parti politique au Cameroun. Ils sont poursuivis. Avant le MRC, il y a eu des partis politiques dans ce pays, Ils sont poursuivis ici. par la justice, n'est-ce pas? Qui nomme le ministre de la Justice, qui préside la magistrature suprême. Donc en fait, ils sont attaqués par une justice qui est politique, parce qu'elle est à la solde du politique. Mettons cela entre parenthèses. Sur le plan économique parfait ici, pour ceux qui nous écoutent à la maison et qui veulent avoir une définition plate de l'économie, l'économie c'est beaucoup plus simple, je prends un niveau basique, c'est le rapport entre la production des richesses dans un écosystème et l'amélioration des conditions de vie des populations. Voilà l'équation économique. Maintenant, d'autres choses peuvent intégrer beaucoup plus subtiles, beaucoup plus profondes. Mais l'idée simple, c'est que dans un pays, pour voir si l'économie se porte bien, si elle est correcte, si elle est cohérente, on regarde ce que le pays produit et comment les citoyens vivent de ce que leur pays a produit. Donc aujourd'hui, au Cameroun, on reconnaît une chose, c'est que de nombreuses crises se sont succédées et n'ont pas forcément facilité les choses. Mais à l'évidence, vous voyez un système dans lequel le gouvernement ne milite pas pour une production continue. Pourquoi? Parce que le président précédent avait laissé de grandes entreprises pour la production. La Cellucam, la CDC, tout ce que vous voulez. C'était une vision dans laquelle on voulait que de grandes entreprises nationales produisent de la richesse et permettent aux Camerounais de se faire employer et de consommer ce qu'ils ont produit. Mais on a substitué cela par des entreprises étrangères qui viennent être des néo-colons ou des néocolonnes, ces entreprises-là, et qui naturellement nous empêchent de produire et donc de bien vivre. Donc nous sommes dépendants des étrangers qui tiennent notre économie. L'économie camerounaise est tenue à plus de 60% par les étrangers. Dans les faits, c'est le cas. Et donc, parfait ici,
je ne veux même pas aller plus loin. Ça peut me créer d'autres problèmes. On ne dit pas tout à la télé. Mais sur le plan économique, le bilan du président actuel ne peut pas être reluisant. On ne produit rien, ou presque. On importe tout. Les agriculteurs sont abandonnés à eux-mêmes. Les éleveurs sont abandonnés à eux-mêmes. Il n'y a pas d'appui gouvernemental. Les banques des investisseurs qui sont censés financer certains projets ne le font pas. Les jeunes n'arrivent pas à trouver leur place. Donc vraiment, je pense que c'est une moquerie de me poser une telle question, mais j'y ai répondu comme je pouvais, en étant le plus doux et le plus euphémique possible. Nous allons lire d'autres préoccupations des téléspectateurs. Je vous ramène au plus 32, c'est la Belgique. Bonjour monsieur ici et à votre panel, on parle des Libanais. Pourtant, les Chinois sont encore pires que moi. Mon grand frère avait giflé un agnon très mal dans la nuit. Je pense qu'on doit prendre l'exemple sur les Gabonais. Au sujet du MRC, un de ses militants est mort en prison dernièrement. Autre message ce jour. Alors, nous allons prendre celui-ci. Bonjour, Perfecto. La dénonciation de ce matin est intolérable. Dernièrement, j'ai pris un taxi, un blanc assis à la cabine et nous étions 3 derrière. Le taximan n'a pas surchargé le blanc devant. Une fois le caucasien roi descendu, le taximan a commencé à porter les clients et à surcharger. C'est pour dire que certains parmi nous sont complices. Plus de 28 millions d'Africains ont été réduits en esclavage dans le monde arabe pendant 14 siècles. Aujourd'hui, dans les écoles africaines, on nous enseigne la traite négrière transatlantique occidentale sur les Africains en oubliant la traite négrière des Arabes contre les Noirs qui a été plus longue et plus meurtrière. Perfecto, merci à vous, aux consultants et mon tonton Bernardo. On se comprend que mon tonton Bernardo laisse ça. Il a mis la cravate parce qu'il est invité dans une maison du parti aujourd'hui. C'est Louric. Bernardo, tu iras manger, boire quelque part? On ne m'a pas invité. RDPC État. Non, il ne faut pas trop invité. tirer sur RDPC. Est-ce que j'ai tiré? Ils nous regardent. Sinon, ils ne vont pas vous inviter le soir. Non, parfait, ici. J'ai même été trop beau. Et monsieur Messi le sait. Alors, quelqu'un dit justement ici que Basson, tu exagères. Personne n'est poursuivi pour sa position politique. Être militant ne veut pas dire bafouer les institutions en place. Mais je suis d'accord avec ton analyse sur le bilan politique du père. Autre message ce jour. Alors, nous allons prendre celui-ci. C'est le 216. La Tunisie. C'est la Tunisie. Bon, votre message est vraiment long, hein? J'espère que je vais tout le lire. Bonjour, Perfecto, c'est toujours Laurent depuis Tunis, 41 ans de pouvoir de Paul Biya, échec ou réussite. Moi, je dirais juste merci, parce qu'il n'y a pas eu de guerre au Cameroun. Je ne m'y connais pas trop en politique, mais nous sommes au 21e siècle et nous venons d'évoquer ces Arabes qui nous traitent comme des moins que rien chez eux et en nous appelant Africains pourquoi leurs pays sont développés par rapport à nous? Ils ont les meilleures infrastructures, les routes, les hôpitaux, leur propre monnaie. L'Algérie a sa monnaie, l'Égypte a sa monnaie, la Libye a sa monnaie, la Tunisie a sa monnaie, le Maroc a sa monnaie. Ils ont des bons aéroports. Ils ont les bonnes compagnies aériennes. Pourtant, la Tunisie, que je maîtrise mieux, n'a même pas notre sous-sol aux richesses. Au Cameroun, où j'étais dernièrement en Goussou, hôpital général, on coupe le courant comme du n'importe quoi. Et à tout moment, il y a les problèmes d'eau, de route et même d'éducation. Tout le monde veut partir au Canada. Le SMIC en Tunisie, quand tu n'as rien, en tant que gardien vigile, femme de ménage, travailler au café, dans les champs d'olives, bref, travailler dans le noir sans contrat de travail. Bref, personne n'a dans ces pays arabes de contrat de travail, mais peut gagner minimum 600 dinars tunisiens, c'est-à-dire 120 000 francs CFA. Merci. Hein, je peux répondre sur un élément. Allez-y. Il a demandé pourquoi est-ce que les pays arabes sont plus développés que les nôtres. Lorsque l'Empire byzantin, Constantinople à l'époque, libère cette partie du monde qui était sous son contrôle,
On laisse au peuple le choix de désigner ses propres dirigeants. Dans nos pays, ce n'est pas le cas. Dans nos pays, il y avait de vrais nationalistes qui demandaient l'indépendance. On a donné l'indépendance à ceux qui ne la demandaient même pas. Et donc, ceux qui sont actuellement dans nos pays travaillent pour ceux qui leur ont donné l'indépendance, en fait, et pas vraiment pour les citoyens. Autre message, bonjour perfecto, et je suis là plus 39, c'est l'Italie. Je n'ai pas le temps d'écrire longuement, tout simplement merci à Bernardo. Lorsque Blériot, qu'est-ce qu'il dit? Lorsque Blériot vestira sa tôle? Vestira sa toge, je sais pas. Sa tôle d'oppose. Vestira sa toge d'opposant, je pense. Peut-être il veut dire vestira sa toge d'opposant, oui, je pense. Nous serons tous derrière lui. Il y a des journalistes qui ont été emprisonnés et certains sont morts. Le corps disparu, on parle de liberté d'expression. C'est Ndobo de Ferrara. Autre message ce jour, en direct sur ce plateau. Lisons 2 ou 3 dernières, avant de revenir sur le plateau. Bonjour, monsieur parfait ici. Parler de 41 ans de Paul Biya, c'est dégager sans complaisance les forces et les faiblesses du régime. Les tableaux sombres, notamment, la vie extrêmement chère, le taux de chômage élevé, la corruption manifeste malgré un arsenal de structures pour éradiquer ce fléau, les détournements massifs de deniers publics, une justice à plusieurs vitesses, une médecine biomédicale facilement accessible à une élite nantie et autres. L'on note la liberté d'expression, la réalisation de certains projets structurants, la création des universités dans tous les chefs-lieux de région, les lycées et collèges malgré l'absence des plateaux techniques et équipements adéquats. Merci infiniment et bon vent à votre émission. C'est Belinga Martin à Yaoundé qui envoie le message. Émile Messi, parlons justement de l'économie. Nous avons justement cette vie chère. On a l'impression que ces 20 dernières années au Cameroun, c'est invivable au niveau justement de ce que l'on appelle la lutte contre la vie chère. Avez-vous l'impression que pour l'heure, cette lutte contre la vie chère sous le règne du président Paul Biya a porté des fruits, ou alors nous allons de mal en pis? Effectivement, le secteur que vous soulevez connaît effectivement des difficultés. La lutte contre la vie chère est une réalité. Tout au moins, la vie chère est une réalité. Alors, comme je vous dis souvent, il y a des choses qui dépendent de nous et des choses qui ne dépendent pas de nous. Lorsque vous convoquez la conjoncture internationale, lorsque vous prenez le pays comme le Cameroun, qui pour la plupart de ses produits sont exportés ou alors importés, on ne peut que subir la vie chère. Lorsque nous ne pouvons pas produire le riz que nous consommons assez, alors lorsqu'il y a des chocs au niveau mondial, on ne peut que subir la vie chère. Lorsque nous ne produisons pas le blé que nous consommons suffisamment. Vous parlez là globalement des céréales. 41 ans au pouvoir du président Paul Biya, que le Cameroun ne soit pas capable de produire ne fût-ce que du riz. C'est justement là où est-ce que c'est pas une grosse honte? C'est justement là, c'est là ma démarche. Pour dire que cette dépendance nous maintient dans la vie chère. C'est-à-dire nous consommons ce que nous ne produisons pas. Voilà l'une des faiblesses. Quelqu'un l'a souligné. Lorsque vous avez fini de faire ce constat, pourquoi vous n'arrivez pas à résoudre ce problème? Quand il dit vous qui êtes du système. Non, il ne s'agit pas de dire vous. Vous n'êtes plus du système. Nous sommes tous du système. Attendez, évitez la dichotomie ou bien le manichéisme. Nous sommes tous des Camerounais. Est-ce que tous les Camerounais sont du système? Nous parlons aujourd'hui des 40 ans de pouvoir de M. Biya. 41. Pouvoir et non du parti, qui est le RDPC que je suppose représenté ici. Nous parlons des questions de l'État. Moi, je ne fais pas dans l'amalgame, parfois ici. Nous voyons des failles, nous voyons des limites de ce qui n'a pas marché par rapport à ce pouvoir. Qui a 41 ans plus tard, un pays nous n'arrivons pas essentiellement agricole. C'est là où je suis en train d'embrayer parfois. Nous n'arrivons pas à produire du blé. Oui. Nous n'arrivons pas à résoudre le problème du poisson. C'est un constat. Nous importons encore tout.
Oui. Y compris même les cure-dents. Et pourtant, nous 41 sommes ans plus tard. essentiellement agricoles. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous nous sommes donné une mauvaise orientation économique. C'est qui oriente? Qui a orienté? C'est-à-dire que- Qui a orienté? C'est d'abord dans les mentalités. Ce sont nos Il y a d'abord mentalités qui la ont orienté. mentalité. Permettez-moi Ça, c'est d'avancer. On nous plaçait les trois secteurs de l'économie. Mais qui implémente? Le secteur tertiaire, non, moi je ne fais pas dans la frigonnerie. Aïe. Le secteur primaire, c'est-à-dire essentiellement agricole. Et nous sommes d'accord aussi que le Cameroun est un pays essentiellement agricole. Nous secteur- avons des secteur terres primaire n'est pas qui essentiel. peuvent faire de l'agriculture. Le secteur secondaire, c'est l'industrialisation. Le tertiaire, c'est les services. Qu'est-ce qui se passe? L'orientation de l'économie, c'est dans les services. Parfait, ici, vous allez à l'école pour devenir sous-préfet, pour devenir fonctionnaire, pour venir ceci, pour venir cela. C'est ce que j'appelle la mauvaise orientation de l'économie. Et qui a donné cette orientation économique? Nous tous. Tu Oui, n'as pas suivi que c'est nous tous. Tu c'est-à-dire ne que comprends pas quoi, Lonkuta. Il te dit que tu es du régime, que tu es du système et que tu as contribué à impulser cette façon de faire les choses. Depuis l'époque d'Aïdjo, c'est nos papas qui faisaient les plans quinquennaux. Depuis que bien est là, c'est toi et moi qui faisons souvent l'orientation budgétaire et les correctifs. C'est nous. parfait, je suis sérieux. Voilà. Aujourd'hui, donc, nous disons que Moi, je t'ai- l'économie ou alors l'agriculture doit reprendre sa place pour un pays qui doit se développer. C'est vrai. Nous devons produire ce que nous consommons. C'est que ce ne soit pas seulement de 20 mots. Le riz que nous importons là, est-ce qu'on peut produire le riz au Cameroun en quantité suffisante? Répondez à votre Le question. blé, puisque la preuve jusqu'à présent, qu'on c'est peut que produire du ces riz? produits, même le poisson là, tout ça est importé. Voilà pourquoi la vie devient donc chère. Est-ce qu'on peut donc produire du riz en quantité suffisante au Cameroun pour que nous n'allions plus commander les céréales en Russie? Au RDPC, nous pensons que nous pouvons mettre en place des politiques agricoles. Depuis qui 41 ans, vous n'avez permettent- pas arrivé à mettre ces Ici, politiques? Ne me ramenez pas en bas, je crois que nous évoluons. Ah, d'accord. Au RDPC, nous pensons que l'accent doit être mis sur l'agriculture avec une production locale. Merci beaucoup. Hein. De telle sorte que nous ne soyons plus dépendants de ces produits qui nous, font, qui nous C'est maintiennent compris. dans la vie On chère. vous a compris, Émile Messi. Aussi simple. On va passer la parole au docteur Ariel Meignier. Docteur, nous étions enfants, on avait suivi des projets. On parlait justement de ce qu'on avait appelé à l'époque d'Amadou Ahidjo, hein, le premier président de ce pays, les plans quinquennaux, donc des plans en 5 ans. Ahidjo dans différents venait, il secteurs. disait, pendant ces 5 prochaines années, dans tel secteur, dans tel secteur, dans tel secteur, voilà ce que nous allons faire. Et après 5 ans, il projette un autre plan quinquennal. Alors, est-ce que cette manière de fonctionner n'avait pas un avantage d'avoir une lisibilité, une visibilité sur le plan économique? Une Pour précision l'heure, dans l'objectif. ne faisons-nous pas dans ce qu'on va appeler une sorte de navigation à vue? Mais bien évidemment, les plans quinquennaux ont vraiment aidé le Cameroun à se développer, à être émergent à une certaine période. Puisqu'il y a cela avant que le président Biya n'accède au pouvoir, le Cameroun était placé au même rang comme les pays comme, je crois, Taïwan et les bébés dragons. Mais nous sommes passés subitement de ce niveau à un niveau extrêmement bas. Aujourd'hui, il est encore très mal vu après 41 ans que les Camerounais souffrent encore des problèmes énergétiques, par exemple. Nous produisons, nous sommes nos barrages. L'eau à boire. Nous n'avons pas d'eau. Nous n'avons pas d'électricité. Même le strict minimum au niveau de la santé. Le petit pauvre Camerounais, on nous parle encore aujourd'hui de... J'ai vu, on fait de la conjonctivite. Toute une campagne pour cela. On dit la polo et consorts. Mais non, 41 ans après, ce n'est pas sur cela que le Cameroun devait encore Être en train de être en discuter. train de discuter. C'est vrai. Regardez nos routes. Je ne sais pas si c'est vous qui avez des véhicules. Vous passez à quel endroit Yaoundé où il n'y a pas de nid de poule? Docteur C'est Meunier, partout. j'ai une vidéo dans C'est laquelle partout. une femme a accouché en route à Lolodorf. Voilà. Je vais la balancer ici. Je l'ai reçue parce qu'elle est dans la boue. La boue, il n'y a pas de route. Elle a accouché en route. La vidéo est disponible dans mon téléphone. Je vais la balancer ici. Vous allez la voir. Je crois que nous avons fait un débat ici dernièrement. On parlait de la route après 14 pour aller à Douala et comme ça. PK17. Je vous dis, c'est grave. Et c'est comme ça partout. C'est comme ça partout. C'est pour faire comprendre ceci.
Lorsque nous parlons, moi, il ne s'agit pas de faire un bilan du président Biya, 41 ans après. Pour moi, il est question de savoir ce que le président Biya peut encore produire aux Camerounais. Ma réponse sera, il ne peut plus rien produire pour les Camerounais. Il doit laisser. C'est essoufflé. Il doit laisser. On nous laisse ça. Est-ce que son expérience ne fait justement pas en Il peut être conseiller, mais qu'il laisse. un Papa avenir ici. plus glorieux? Non, pour moi, je vous dis. C'est la force de l'expérience. Oui, c'est les slogans que vous nous fabriquez toujours chaque fois. Tu n'as pas fait ici à ça comment en 2027, vous allez nous sortir quoi? Ce n'est pas lui qui fabrique ça. La force de la longévité. Créez-nous les slogans, mais nous vivons la réalité. Le président ne peut plus rien produire. Soyons réalistes. Merci beaucoup. Nous n'avons pas besoin d'alternance politique au Cameroun. Nous n'avons pas besoin d'alternance politique au Cameroun. Nous avons besoin d'alternatives politiques. Parce que l'alternance, nous continuons dans le même système. Il ne s'agit pas de chercher l'homme, de changer l'homme. Non. Le plan quinquennal se heurte à la crise des années 85-86 avec justement ces fameux programmes d'ajustement structurel. Donc vous enlevez les plans quinquennaux pour mettre les plans d'ajustement structurel. C'est ça? C'est ce que l'ordre mondial imposait. Donc l'ordre mondial a enlevé ce qui était bien pour mettre ce qui était mauvais. Mais avec la libéralisation, il fallait tout privatiser. Donc la libéralisation signifie qu'on doit aller dans le chaos. Je vous explique en économie pourquoi les plans quinquennaux ont disparu. Ça ne pouvait plus tenir dans ce contexte mondial-là, puisqu'il fallait privatiser par-ci. C'est le contexte mondial qui vient nous dire ce que avec nous la devons faire. chute de nos produits de rente, c'est-à-dire ce qui nous donnait l'argent, le cacao et le café, les prix ont chuté. Il y a eu donc cette conjoncture qui ne nous permettait plus de faire un budget de 5 ans pour financer tel projet. N'oubliez aussi la conférence de la Boule, vous comprenez? qui a aussi eu un Là, impact nous sommes dessus. dans les années 89. Merci beaucoup. Pierre Bleriot-Niemek, je m'en voudrais si on terminait dans cette espèce de bilan des 41 ans du pouvoir de M. Biya, si nous ne parlions pas de la lutte contre la corruption. Je pense que à plusieurs reprises, le président Paul Biya est revenu sur cette façon de faire. Il a d'ailleurs dit que ceux qui ont plongé leurs mains dans les caisses de l'État, je suis en train de le paraphraser, vont rendre gorge. Et je pense qu'il est passé de la parole à l'acte. Il a arrêté un certain nombre de hauts commis de l'État qui ont eu des rapports incestueux avec la chose publique. C'est à féliciter. Je ne dirais pas toujours du mal, même quand c'est vrai, de Paul Biya. Il faut dire aux Camerounais que Paul Biya n'aime pas l'argent. Ah bon? Oui. Et ses ministres alors? Non, mais il est choisi parce qu'ils ont un appétit gargantuesque. Donc Paul Biya, lui, il aime donc les ministres qui aiment l'argent. il est sobre. Oui, Parce que ça fait que eux ils s'occupent chacun de ce qu'ils aiment. Et on Paul lui laisse Biya, son lui, il aime le pouvoir. pouvoir. Voilà. Et les ministres aiment l'argent. Bon. Donc, c'est quand tu commences à vouloir aimer... C'est comme ça qu'ils se sont partagés Ils au se sont pays. partagés. Quand tu commences à vouloir aimer le pouvoir, maintenant on te rattrape au niveau de ton amour de l'argent. C'est-à-dire ton amour de l'argent refait surface. On te dit que l'affaire si avait été bien conclue. Moi j'aime le pouvoir, vous aimez l'argent. Chacun a pris sa part. Qu'est-ce qui t'a enlevé dans ta part pour venir dans ma part? Regardez tous ceux qui sont en prison. Le premier d'entre eux qui avait ouvert le bal s'appelait Titus et Joa. Pourquoi on l'a arrêté? Il aimait l'argent. Attends, non, mais barre. Biya aimait le pouvoir. Titus et Joa a fait tout ce qu'il faisait. Il a fait, il est devenu riche. Il y a des immeubles qui ne sont jamais finis et tout. Biya a dit fait parce que Biya lui n'a même pas la maison. Un matin, je ne sais pas ce qu'il a pris Joa. Il dit qu'il veut déjà aimer aussi le pouvoir. Biya lui a dit est-ce que c'est comme ça qu'on avait parlé? C'est pas ce qu'on s'était dit. Les autres ils se sont mis à vouloir aimer le pouvoir. Mais il y a aussi des gens qui ont tellement aimé l'argent qu'ils ont asphyxié des secteurs. Vous avez connu Mounchipou? C'est doux. C'est d'où? Il faut citer les Ancien voleurs. ministre des Postes et Télécoms et qui a justement été interpellé dans le cadre de Il est l'une des l'opération premières trappes Épervier. de l'épervier. Quand l'oiseau est descendu, C'était en 1997. il est si l'une je des ne me trompe premières pas. trappes. Quand vous passiez à côté du ministère de Mounchipou à l'époque, nous on était à Yaoundé, nous ne sommes pas comme certains ici qui étaient à Bolova, à Tsang et partout. Nous on était à Yaoundé. Quand vous passiez à côté de ce ministère, parfois ici, les véhicules de ce ministère bloquaient toute la route. Alors que c'est grand là. Depuis qu'on a attrapé leur type là, on l'a mis là-bas, ça a dégagé quand même la route.
Donc, vous continuez. Il y a Mbungo, Edgar Alain, l'homme aux vestes qu'on lavait à Paris. L'homme aux vestes tissées à la main. Le ministre du ciel et de la terre. L'homme Aux vestes personnalisées à l'intérieur. personnalisé, qui aimait l'argent. Il a commencé à aimer l'argent étant préfet de l'océan. Biya lui a dit, tu es mon fils, aime l'argent, il n'y a pas de problème. Un matin, Bernadette, c'est sa femme, commence aussi à dire qu'elle peut même s'appeler première dame et tout, qu'on n'avait pas dit que c'est le nom de quelque Elle a dit ça. Oh. Bon, moi je vous raconte le Congo ça. Finalement, c'est arrivé quelque part. Donc, il ne faut pas aimer les deux. Vous verrez donc des ministres qui aiment l'argent et qui n'aiment pas le pouvoir, qui sont là. Si vous voyez Nganou Messi, Il aime quoi? il aime l'argent, mais il n'aime pas le pouvoir. Voilà pourquoi lui peut être là. Il est là. Il peut faire l'autoroute en 10 ans, 65 km. Nganou serait là. Il n'aime pas le pouvoir, il aime l'argent. Il a d'ailleurs mobilisé les gens à l'Ouest dernièrement pour qu'on supplie Paul Biya de se représenter. Donc c'est bien Nganou. Biya va se représenter. Vous avez donc tout cela. Quand vous avez un cocktail comme celui-là, un fils de l'église, parce que Paul Biya est un bon chrétien, il arrive dans un milieu parce qu'il faut dire la vérité. C'est dans le système d'Aïdio que Paul Biya constate que ses collaborateurs, il était l'un des plus grands des collaborateurs, mais il constate que les autres collaborateurs d'Aïdio sont attachés aux biens matériels, ils sont fanatiques de l'argent. Quand Paul Biya arrive au pouvoir, il dit rigueur et moralisation. C'était l'avant-dernier discours d'Aïdio, où lui-même Aïdio avait commencé à annoncer ces mots. Paul Biya est celui qui a implémenté les plans quinquennaux d'Aïdio. C'est Paul Biya qui les a implémentés. Quand il prend le pouvoir, les gens lui disent que non, le type là nous a empêché de bien voler, laisse-nous. Il dit non, vous n'allez pas voler. Les gars organisent le coup d'État de 84. Paul Biya a peur, il rentre, il se referme. Parce qu'un jour, on dira aux Camerounais comment le coup d'État de 84 avait été organisé. Et depuis là, il a dit, bon, maintenant je vais m'occuper de ma sécurité. Et on leur dira qui a organisé le coup d'État. Et voilà, vous allez vous occuper. Et ils ont donc amené le Cameroun là. Le prochain président du Cameroun ne devra pas être quelqu'un qui a peur de mourir. Parce que quand moi je vois les gens s'empiffrer, devenir gros et tout, non, non. Il faut être quelqu'un qui est prêt à mourir. Prêt à mourir parce que les Camerounais ne comprendront pas les changements qui seront violents. Tous ceux qui ont acheté les concours à 20 millions, à 10 millions, vous n'aurez pas le temps de rembourser. Oui, vous n'aurez que votre salaire, qui sera un bon salaire, mais que votre salaire. Les associations qui ont cotisé de l'argent pour que leurs enfants entrent à l'INAM, à l'EMIA, et qui s'attendent à rembourser sur des dizaines d'années, vous ne pourrez pas rembourser. Vous tuerez peut-être le prochain président, mais il vous empêchera de continuer de voler. Merci beaucoup. Enfin, c'est sur le plan sportif, vous avez évoqué ça. Sur le plan sportif, je voulais justement dire que il faut reconnaître que Paul Biya, c'est quand même 5 Coupes d'Afrique des Nations avec les Lions indomptables. C'est résiduel. Paul Biya. Avant Paul Biya, les Lions n'avaient encore rien gagné. C'est résiduel. Paul Biya est le président sportif, sur le plan sportif le plus titré de l'histoire de l'humanité. Oui. C'est pas lié à sa longévité, parce que la reine d'Angleterre a mis plus long que lui au pouvoir. C'est donc lié à quoi? C'est lié au fait que le Cameroun est une terre de champions sur le plan sportif. Donc Paul Biya, allez faire des recherches, est le président le plus gradé, le plus récompensé sur le plan sportif de l'histoire de l'humanité. Il n'y a pas eu un président qui a eu meilleur succès sur le plan sportif. Ça, il fallait quand même lui dire. Donc voilà, le secteur sportif et sur le secteur de l'armée, Paul Biya quand même a été... Les accords coloniaux, disons que Paul Biya aussi a refusé de renouveler les accords avec la France. Il a doublé dites ce qui s'est passé. Oui. Il a doublé la France. Il a jonglé. Il a fait de la roubladise à la France. La France l'attendait. Biya allait sortir un truc là et puis nous sommes libérés quand même. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin. Nous n'avons pas la prétention d'avoir tout dit, mais nous avons eu le mérite d'avoir posé le problème sur la table. 41 ans de pouvoir de M. Biya, échec ou réussite. À chacun son analyse, mais en attendant, nous allons quand même souhaiter un joyeux anniversaire au président de la République, son Excellence Paul Biya, pour ses 41 ans au pouvoir. Merci au docteur Ariel Meunier, qui était là ce matin. Merci à Amy
Daniel Messi du RDPC. Merci à Pierre Blériot, notre consultant. Merci à Bernardo Basson, notre invité permanent. Ne ratez pas le journal de 12h dans exactement 8 minutes sur Info TV. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?